On me disait non, mais fais littéraire parce que tu es bonne dans toutes les matières, de toutes les façons. Pourquoi ne pas choisir seconde littéraire? Ça sera plus facile pour toi. J'ai dit, j'ai pas envie de faire la facilité, je vais aller faire la seconde C. Mon papa et ma maman, en paix à leur âme, ils ont été très supportés. Quand il y avait, c'était un enseignant qui voulait me forcer à faire la seconde littéraire parce qu'on disait non, ce n'est pas un métier pour une femme. Je suis rentrée à la maison, j'ai parlé à mes parents et puis mon père m'a dit tu fais ce que tu veux. Donc je me suis lancée donc pour un doctorat en physique expérimentale avec cette idée-là de pouvoir un jour rentrer au Cameroun pour contribuer largement que de contribuer juste avec un small focus. La recherche que j'ai faite qui m'a permis d'avoir ce prix-là, c'est la construction ou ma participation dans la construction du détecteur le plus sensible en physique de la matière noire. Et matière noire, en fait, c'est la matière qui est invisible parce que la matière normale est visible. Tu peux me voir présentement parce que j'interagis avec des photons de lumière. Mais la matière noire n'interagit pas avec les photons de lumière. Donc, elle peut être présente présentement, là, mais toi et moi, on ne la verra pas. Tout le monde a entendu parler du Big Bang, du fait que l'univers a explosé et puis a évolué d'une singularité. En fait, la matière noire a été cette matière-là qui était présente pendant ce Big Bang-là, pour pouvoir attraper des éléments légers comme l'hélium, l'hydrogène, pour les mettre ensemble. Ça attrape les éléments légers, ça les met ensemble et ça construit des éléments plus lourds et plus lourds, plus lourds. Dans une société dans laquelle certains jeunes et moins jeunes se laissent emporter par certaines dérives des réseaux sociaux, il existe encore des Africains et des Africaines qui ont décidé d'apporter de la valeur à notre société. Figurez-vous que notre invité du jour fait justement partie de ces personnes-là qui se battent jour et nuit pour créer de la valeur, précisément dans le domaine de la science. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir et le privilège de recevoir aujourd'hui le professeur Alvin Kamara, qui est professeur dans l'une des meilleures universités au monde. Ses travaux aujourd'hui sont reconnus à travers le monde. Nous allons parler dans deux interviews. Nous allons, dans la première partie, parler de son parcours, comprendre qui elle est, d'où elle vient, comprendre pourquoi, par exemple, elle s'est lancée dans la science. Et dans la deuxième partie d'interview, nous allons plutôt parler de leadership et de science. Ce sera intéressant, ce sera du Wonder Show. On se donne rendez-vous juste après le générique. À tout de suite. Bonjour professeur et merci une fois de plus d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Kevin, c'est moi qui suis honorée de faire partie de tes interviews. Super. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas? Bien sûr. Moi, c'est professeur Alvin Kamara, épouse Yemoutchoupé. Je suis camerounaise d'origine. J'ai grandi au Cameroun. J'ai fait une partie de mes études au Cameroun. Et après ça, j'ai voyagé du Cameroun en 2008 pour aller continuer mes études dans différents pays. Et maintenant, je suis professeur de physique à UCLA, University of California, Los Angeles. Justement, je l'ai un peu dit dans l'introduction, aujourd'hui vous êtes physicienne, vos travaux sont reconnus dans le monde entier. J'aimerais savoir, est-ce que la physique a toujours été une passion pour vous? Est-ce que très jeune, vous saviez déjà que vous alliez devenir une physicienne, une grande physicienne? Ou alors ça a été un concours de circonstances? Ah, ça c'est une très bonne question. Je me rappelle... parfois vaguement, mais parfois aussi très nettement, là, comme ça. Au CP, au Cameroun, j'ai fait école publique 2, je pense, de la cité Sitam. Et un jour, comme ça, on a eu des formulaires à remplir à propos du métier du futur, quel métier on veut faire. Et j'avais écrit chercheuse. Bizarrement, au CP, j'avais écrit chercheuse. Et... mais avec le temps, je pense que ça a mûri. Ça a mûri plus... Quand j'étais au secondaire, et je pense que quand je passais de troisième en terminale C. Oui, parce que, de troisième en seconde C. Oui. Donc, quand je passais de troisième en seconde C, il y avait cette distribution des élèves par le gender. Donc, je me rappelle principalement comment on me disait non, mais fais littéraire parce que tu es bonne dans toutes les matières, de toutes les façons. Pourquoi ne pas choisir seconde littéraire? Ça sera plus facile pour toi, des trucs comme ça. J'ai dit, j'ai pas envie de faire la facilité, je vais aller faire la seconde C. Donc, de la troisième, j'ai voulu faire une seconde scientifique juste pour la difficulté parce que je ne voulais pas me reposer sur mes lauriers. Et après, quand j'ai fini avec ma terminale C, je suis allée à l'université de Douala et je leur ai dit,
quelle est la matière où on peut faire beaucoup de concours, qui peut nous préparer à faire beaucoup de concours? Ils m'ont dit, faites physique. Donc, j'ai fait la physique à l'université de Douala. Mon amour pour la physique a plus grandi à l'université de Douala, mais encore plus quand j'ai eu ma bourse pour l'Italie. Parce que quand je suis partie là-bas, j'ai eu à rencontrer des professeurs qui faisaient la physique que je vais appeler entre parenthèses moderne. C'était la physique des hautes énergies. Donc, on a appris par rapport à de nouvelles particules comme le neutrino, il y a une masse, bien qu'on ne sait pas bien quelle est la valeur absolue de cette masse-là, mais elle est massive, comparé à ce qu'on a appris quand on était au secondaire au Cameroun, que le neutrino n'avait pas de masse. Et aussi, j'ai aussi appris à propos de nouvelles particules exotiques comme la matière noire, que je fais principalement. Et alors, je suis tombée amoureuse. J'ai dit, OK, je veux continuer à faire ce genre de physique exotique là. Et mon amour de la physique et de la matière noire aussi, c'est resté le même. La passion que j'ai pour découvrir de nouvelles particules, approfondir la connaissance que nous avons en tant que scientifiques et même que le monde a sur la physique des particules, sur l'évolution du monde en général, c'est la même passion. J'ai quand même une question justement sur le choix. Souvent, il est dit que la science, en Afrique, n'est pas un domaine en fait qui rapporte de l'argent, qui est rémunérateur, un domaine qui est glamour, etc. Est-ce que votre famille, du moins, quand vous leur avez dit que vous vouliez faire de la physique, est-ce que vous avez reçu plutôt des encouragements de la famille, ou alors votre famille vous disait, tiens, c'est pas forcément un domaine rémunérateur, est-ce que tu es sûr de ton choix? J'aimerais dire que mon papa et ma maman, en paix à leur âme, ils ont été très supportifs. Mon père, je me rappelle l'incident que j'ai mentionné concernant mon passage de la troisième en seconde scientifique. Quand c'était un professeur ou bien enseignant, voilà, enseignant de lycée, qui voulait me forcer à faire la seconde littéraire parce qu'on disait non, ce n'est pas un métier pour une femme. Si tu fais ça, tu vas être manly et c'est pas bien pour toi. Je suis rentrée à la maison, j'ai parlé à mes parents et puis mon père m'a dit tu fais ce que tu veux. Et ça a toujours été le motto chez nous. Mon père a dit, tout ce que tu veux faire, je t'encourage. Même quand je suis arrivée à l'université, j'ai commencé à faire la physique, il m'a dit, je t'encourage. Mais je me rappelle, une fois, quand j'ai eu la bourse de l'Italie, et je devais aller continuer mes études en physique toujours. Et il y a une de mes tantes là qui est venue à la maison, on se réjouissait que Alvin a eu la bourse et les trucs là comme ça. Après, elle me dit, non, tu as eu la bourse, tu vas aller faire ton doctorat. Je dis oui. Mais elle a compris doctorat en médecine, parce que parfois les gens font cette confusion-là. Elle était tellement contente, elle me dit, ah, ma fille, quand tu reviens, tu vas pouvoir ouvrir une clinique. Et comme ça, là, tu vas commencer comment est-ce qu'on dit ça en français? Charge. Tu vas commencer à demander aux gens de te donner 10 000 de consultation ou un truc comme ça. Mais quand moi je viens, tu vas m'examiner gratuitement. Je dis, ah, maman, ce n'est pas ce genre de doctorat que je vais faire. Je vais faire un doctorat en physique. Elle me répond donc, why? Elle dit, pourquoi ma fille? Pourquoi? De tous les doctorats, tu allais choisir le mauvais. Donc, ça me fait encore rire quand j'y pense. Mais elle se dit, si tu as la possibilité de faire un doctorat, pourquoi faire un doctorat en physique au lieu de faire un doctorat en médecine? Et elle me dit donc que j'ai choisi le mauvais doctorat. Mais je suis sûre qu'aujourd'hui, maintenant, quand elle voit où je suis arrivée, elle se rend compte que c'est pas le mauvais doctorat. Mais ça nous avait fait bien rire. Mon père particulièrement. Tout le monde a ri à la maison et parfois on se taquinait en disant que pourquoi de tous les doctorats que tu aurais pu faire, tu as choisi le mauvais. Ouais, donc la conception de faire la physique, parfois c'est mal vu, mais ça dépend des familles. Comme j'ai dit, mon père particulièrement, c'était tu fais ce que tu veux. Je sais que tu es assez intelligente pour bien choisir ce que tu veux faire. Et ouais, ça dépend des familles. Là, il peut avoir certaines misconceptions, mais je pense aussi que parfois ça dépend aussi de comment nos enseignants universitaires sont traités par rapport à d'autres. Donc ça pousse parfois. Comme moi, j'ai fait l'université de Douala de première année jusqu'à mon premier master. La manière que les enseignants sont traités, ça n'encourage pas forcément les étudiants de suivre le même chemin. Et on se dit, si on fait la physique, on va finir par devenir que enseignant. Et on se dit, s'il faut que devenir enseignant et devenir un enseignant comme celui que je vois là, ou celle que je vois là, je ne veux pas. Donc, ce serait bien de faire comprendre aux Africains, aux
peut-être aux Camerounais en particulier, que la physique, ce n'est pas une filière où tu développes juste une expertise qui est profitable juste à l'académie. Tu peux développer des expertises qui sont profitables au domaine industriel, aux start-up, à différentes autres choses. Donc la physique a plein de débouchés en fait. Et c'est ça que dans la mentalité des Camerounais, ce n'est pas encore bien incrusté. Vous avez commencé à le dire. Vous êtes parti en Italie, vous avez eu votre bourse. J'ai aussi appris que vous êtes parti ensuite au Canada avant d'arriver aux États-Unis. Est-ce que vous étiez à la recherche d'une chose particulière? Est-ce que Italie, Canada, durant ce parcours-là, vous étiez à la recherche de quelque chose de particulier, ou c'est juste un concours de circonstances qui vous a mené à faire ces pays? Non, j'étais à la recherche d'un truc bien particulier. Je pense que chacun d'entre nous, à un moment, on a une vision qu'on voudrait accomplir dans sa vie et on essaye de bouger les pauses pour pouvoir accomplir cette vision-là. Donc moi, quand je quitte le Cameroun avec mon premier master, c'est pour aller en Italie avec la bourse de Abdus Salam ICTP, International Center for Theoretical Physics. Pour moi, il n'y a pas trop de choix parce que le choix, c'est soit rester au Cameroun, attendre que les résultats du 2A sortent et puis après ça, on n'est même pas trop sûr quand le doctorat va commencer, ou aller en Italie pour faire un deuxième master. Donc peut-être que là, il n'y avait pas trop de choix, mais le choix était clair. Que de rester au Cameroun pour attendre indéfiniment, mieux aller faire un deuxième master. Quand je suis allée faire le deuxième master en Italie, j'ai appris plus sur la physique moderne, beyond the standard model, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Quand j'ai appris sur la physique moderne, je me suis dit, je veux continuer dans ce domaine-là. Et si je veux continuer dans ce domaine-là, moi, en ce moment, c'était pour pouvoir enrichir le Cameroun plus tard, quand je rentrerai. Parce que comme plein de Camerounais de la diaspora, on a cette idée-là de pouvoir rentrer et contribuer au développement du pays. Donc, je me suis dit, donc, OK, si tu vas rentrer, ce serait bien que tu continues dans la physique moderne pour pouvoir apporter un plus dans le domaine de l'éducation au Cameroun. Mais après avoir eu mon master en Italie, je me suis dit, OK, si je continue dans la théorie, parce que j'ai fait la théorie au Cameroun, j'ai fait la théorie en Italie, mon champ d'action ne sera pas assez large, comme je voudrais que ce soit large pour effectivement contribuer. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas aller faire la physique expérimentale? Donc, quand tu iras au Cameroun, tu pourras faire peut-être accomplir un grand rêve du premier centre de recherche expérimentale de la physique des astroparticules au Cameroun, un truc comme ça. Donc, je me suis lancée donc pour un doctorat en physique expérimentale, avec cette idée-là de pouvoir un jour rentrer au Cameroun pour contribuer largement, que de contribuer juste avec un small focus. Donc, oui, c'est en fait l'idée de rentrer au Cameroun pour contribuer effectivement et grandement au développement du pays qui m'a poussé à changer de type de domaine que je faisais. Je faisais la théorie, j'ai changé en expérimental et jusqu'à aujourd'hui, de temps en temps, j'essaie de rentrer au pays pour discuter les universités là-bas. Je suis partie à l'université de Douala où j'ai fréquenté, à l'université de Yaoundé pour discuter avec les gens, pour un peu essayer de tâter le terrain, comme on dit, pour voir comment les gens sont ouverts avec l'idée que j'ai de pouvoir contribuer plus à la physique moderne au Cameroun, et pas seulement moderne, mais aussi à la physique moderne et expérimentale. Je vous en dirai plus si vous avez plus de questions plus tard. Il n'y a pas de souci. Alors, on a très bien compris que vous avez fait la transition de la physique théorique à la physique expérimentale. Est-ce qu'il y a un lien direct? Est-ce que la transition a été faite de manière rapide, enfin de manière plus ou moins facile, ou alors ça n'a complètement rien à voir les deux physiques? Les deux physiques ont presque rien à voir. Et j'ai dû payer le prix. J'ai dû payer le prix du choix de faire cette transition-là. Parce que je suis partie au Canada et j'ai fait un troisième master. Parce que c'était pas, les deux physiques sont, bon, c'était dans le même domaine. C'était dans le domaine de la physique exotique, de Beyond the Standard Model, de High Energy Physics, ou la physique des hautes énergies. Mais la pensée. Parce que quand on fait un doctorat, il y a une certaine manière de penser pour pouvoir exceller dans son doctorat. Et les gens qui font de la théorie, ils pensent d'une certaine manière. Les gens qui font de la physique expérimentale, ils pensent d'une certaine manière. Je vais prendre un exemple. Si vous demandez à une personne qui fait de la théorie, je voudrais que vous construisez ou bien que vous designez un modérateur, par exemple, pour un certain type de particules.
Si la particule, c'est peut-être le neutron. En physique théorique, on comprend totalement que le maximum de transfert d'énergie sera quand la particule incidente et la particule cible ont la même masse. Donc, celui qui fait la théorie, il va dire, OK, je vais construire peut-être un tank avec de l'eau, ou comment est-ce qu'on appelle ça en français, je sais plus trop, mais un tank avec de l'eau, et il va pas penser la, euh, à la structure mécanique du tank. Mais il va penser, donc il aura la bonne idée. La bonne idée, c'est que la masse de la cible doit être la même que la masse de Du la particule. réservoir? Ouais. Voilà. Mais il ne va pas penser, est-ce que si je construis un tank avec de l'eau, il y aura une limitation par rapport au type de matériel qui va contenir cette eau-là? Est-ce qu'il y aura une limitation par rapport euh, euh, à la dimension physique de ce tank-là? Pourtant, l'expérimentaliste, lui, va d'abord penser à la construction mécanique des choses. Donc, D'accord. voilà. Donc, c'est pour cela que j'ai dû, c'est un peu simple comme exemple, mais c'est pour cela que j'ai dû faire un troisième master. Je suis arrivée au Canada, je leur ai dit, même pendant mon interview, je ne connais rien en physique expérimentale. Au Cameroun, on est surdoué en physique théorique, mais en physique expérimentale, on ne peut pas, on ne connaît pas parce qu'on n'a pas les infrastructures pour faire ce genre de physique-là. Donc, j'ai fait un master. Et mon master était supposé faire 2 ans comme un master normal. Mais par la grâce de Dieu, ça n'a pas duré 2 ans. Après un an, j'ai causé avec mon directeur de thèse. Il m'a dit, OK, tu apprends vite. On va maintenant te transitionner en doctorat. Et j'ai pu ne pas finir mon troisième master et faire le doctorat. Donc oui, c'est totalement 2 mondes différents. Mais ce que je vais ajouter ici, c'est que c'est possible. Parce que je ne voudrais pas que quelqu'un qui suive cette interview se dise, oh, moi aussi, j'ai fait la physique théorique, je ne peux pas forcément faire la physique expérimentale, non. Il y a une pénalité à payer, il y a des sacrifices à faire. On doit peut-être apprendre 2 fois plus que celui qui a commencé en physique expérimentale depuis le début, mais c'est possible, tout est possible en fait, c'est ce que je crois. Il faut juste être prêt à payer le prix. Être prêt à payer le prix. On peut dire que le prix que vous avez payé, vous êtes, comment dire, bénéfique, parce qu'aujourd'hui vous avez commencé à remporter des prix. Je pense notamment au prix Édouard Boucher que vous avez remporté en 2024. Est-ce que vous pouvez juste dire de quoi est-ce qu'il s'agit en termes de prix? Qu'est-ce que ça représente le prix Édouard Boucher? Oui, en fait, je suis tellement honorée. Quand on m'avait écrit, c'était plusieurs mois avant, parce que ici aux États-Unis, il y a le système que quand on est sélectionné pour un prix, on vous le dit officieusement, mais on vous demande de le garder jusqu'à ce que l'annonce soit officielle. Je me rappelle, c'est assez amusant. En fait, aux États-Unis, chaque année, depuis il y a de cela 20 ans, chaque année, les différentes universités avec différents départements de physique sélectionnent soit une personne de race noire, soit une personne de race hispanique, soit une personne de race indienne ou bien Native American, pour les nominer pour ce prix-là. Et Edouard Boucher, c'est en fait le premier Africain au noir à avoir eu son doctorat et je pense qu'il avait fait son doctorat à l'université de Yale. Donc le premier Africain à avoir eu son doctorat. Et bien sûr, à un moment où il a eu son doctorat, c'était toujours quand il y avait la ségrégation. Et les choses n'ont pas marché pour lui comme ça devrait marcher. Donc, après, on a pensé... Euh, l'histoire, en fait, c'est que le premier Africain qui a eu le prix Édouard Boucher, le premier Noir qui a eu le prix Édouard Boucher, n'était pas encore appelé prix Édouard Boucher, c'était appelé comme prix des visiteurs de minorité. Et il a dit, mais attendez, on a ce noir typique là qui a débroussaillé le chemin pour nous, qui a tracé le chemin pour nous, autres noirs, de pouvoir faire la physique au même niveau que les blancs. Pourquoi ne pas mettre ce prix-là à son nom? Donc c'est comme ça que le prix a été mis au nom de Doigt Boucher. Donc je reviens à ce que je disais tantôt. Chaque année, donc depuis 20 ans, chaque département de physique nomine une personne de race noire ou hispanique ou indienne pour ce prix-là. Et ça dépend de 2 facteurs. Ça dépend de la recherche, de la qualité de recherche que la personne fait en physique. Elle doit être excellente. Et le deuxième facteur, c'est de la contribution de la personne sur l'avancement des causes de minorité. Donc, on regarde un peu, est-ce que
la personne essaye d'inspirer les autres minorités à se joindre à la physique ou à se joindre à la science en général. Qu'est-ce que la personne fait? Quelles sont les activités dans ce sens-là que la personne fait? Mais le premier facteur, ça doit être la recherche. La recherche de la personne doit être excellente. Donc, quand on pense à toutes les universités américaines qu'il y a, on pense à tous les Indiens ou hispaniques ou bien africains qu'il y a dans ces universités-là. Et c'est pour tous les professeurs, en fait. Wow. Donc, ce n'est pas juste jeune professeur, ça peut être ancien professeur et tout comme ça. Mon ancien chef de département m'a dit, Alvin, je t'ai nominé pour le prix là. Mais je te fais savoir, tu ne l'auras pas. C'est trop compétitif. J'ai dit, OK, merci de m'avoir nominé. Donc, je reçois l'email qui me dit, félicitations, vous avez été reçu. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que quand je regarde, même si vous allez dans le site de l'Association américaine des physiciens, vous allez voir des gens qui ont eu ce prix-là avant. Ce sont des gens qui sont signes, qui ont eu le temps de pouvoir faire beaucoup de choses. Donc moi, je me dis, waouh. Et le prix, en fait, la recherche que j'ai faite qui m'a permis d'avoir ce prix-là, c'est la construction ou ma participation dans la construction du détecteur le plus sensible en physique de la matière noire. Okay. C'est un détecteur qui s'appelle le Zeppelin et j'ai passé presque 1 an intermittemment à aller au Dakota du Sud où le détecteur est installé pour participer à sa contribution, à sa construction et travailler sur comment est-ce qu'on dit ça en français, protéger ce détecteur-là de certains bruits de fond qui peuvent commencer à créer des faux signaux dans le détecteur quand le détecteur est opérationnel et nous faire croire qu'on a vu la matière noire ou pas. Donc, si vous regardez sur le site de l'association, le prix, comme nous donnons ce prix-là à Alvin Kamara pour sa contribution dans la recherche de la matière noire, parce que j'y ai contribué, et pour son dévouement pour les causes de diversité. Justement, ça allait être ma prochaine question. Vous parlez de matière noire, mais pour ceux qui nous regardent, c'est quoi la matière noire? Bonne question. Ok, c'est quoi la matière noire? Je peux commencer par vous expliquer c'est quoi la matière normale, parce que c'est toujours mieux de partir d'un acquis pour expliquer un non-acquis. Donc la matière normale, c'est la matière qui compose toi, moi et tout ce qu'on voit autour de nous. On a entendu que la matière normale est faite d'atomes dans le sens fondamental. Et les atomes, si on va plus à l'intérieur, sont faits de quarks et d'électrons et aussi ainsi de suite. Donc, pour la matière normale, on connaît déjà ce que c'est que la matière normale. Et à un moment, on s'est dit que la matière normale, c'est toute la matière qu'il y a dans l'univers. Mais depuis peut-être 80 ans comme ça, les gens qui faisaient la recherche sur la rotation de certaines étoiles, de certaines galaxies qui contiennent ces étoiles-là, ont découvert des choses un peu étranges. La première des choses, c'était que la manière que les étoiles rotent, elles rotent assez vite. Et si elles rotent assez vite comme ça et qu'il n'y a pas de matière noire ou invisible qui va pouvoir garder ces étoiles-là par une force gravitationnelle, ces étoiles-là vont s'envoler hors de la galaxie. Et tout le monde, même celui qui ne fait pas la physique, comprend que si les étoiles devaient s'envoler hors des galaxies, c'est que nous tous sommes déjà morts. Donc, il y a eu cette évidence indirecte là de la présence de la matière noire dans l'univers. Et matière noire, en fait, c'est la matière qui est invisible parce que la matière normale est visible. Tu peux me voir présentement parce que j'interagis avec des photons de lumière. C'est pour cela que tu peux me voir. Je peux te voir présentement. Mais la matière noire n'interagit pas avec les photons de lumière. Donc, elle peut être présente présentement, là, mais toi et moi, on ne la verra pas. Donc, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de pouvoir construire des détecteurs qui ne vont pas chercher la matière noire de manière optique, utiliser les moyens optiques pour chercher la matière noire, mais utiliser d'autres moyens pour pouvoir la chercher. Maintenant, quand on va la découvrir, on pourra maintenant étudier fondamentalement ce qu'est la matière noire. Donc, à ta question que tu as posée au début, c'est quoi la matière noire? Je vais dire, la matière noire est la matière qui n'est pas visible. C'est une matière qui est différente de toutes les autres matières qu'on connaît dans l'univers, de la matière normale qu'on connaît dans l'univers, mais on ne connaît pas fondamentalement ce qu'elle est.
On connaît ses effets, mais on ne connaît pas exactement ce qu'elle est. Bien sûr qu'il y a des suppositions. Il y a des gens qui ont pensé que la matière noire serait faite des trous noirs, par exemple, parce que les trous noirs aussi ont tendance à ne pas interagir avec la lumière. Mais après avoir découvert certain nombre de trous noirs, on s'est rendu compte que la densité de la matière noire dont on cherche n'est pas... comment dire, la densité de trous noirs qu'on a trouvé n'est pas assez pour justifier la densité de la matière noire qu'on cherche dans l'univers. Et un autre truc que je vais dire pour que la matière noire soit un peu plus comprise, tout le monde a entendu parler du Big Bang, du fait que l'univers a explosé et puis a évolué d'une singularité. Et en fait, la matière noire a été cette matière-là qui était présente pendant ce Big Bang-là, pour pouvoir attraper des éléments légers comme l'hélium, l'hydrogène, pour les mettre ensemble. Clumping. Donc, ça attrape les éléments légers, ça les met ensemble et ça construit des éléments plus lourds et plus lourds, plus lourds. Donc, quand on regarde la formation de l'univers, la manière qu'on est allé d'une singularité aux étoiles à un ensemble d'étoiles qui sont dans une galaxie, aux galaxies, un ensemble de galaxies, une galaxie cluster and so forth, on sait qu'il y a eu une force gravitationnelle. Et cette force gravitationnelle-là, c'est la matière noire. Mais fondamentalement, quels sont les constituants de la matière noire, on ne sait pas encore. D'accord. Je crois que c'est sur cette définition de la matière noire qu'on va mettre un terme à cette première partie d'interview. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous pour la deuxième partie. À très bientôt.